Philippe Bismuth, merci. Merci d'autant que nous avons eu, à dire le moins, quelques difficultés à organiser face à la presse, auxquelles j'attache pourtant un prix tout particulier. En jouant sur le double registre et de l'anticipation et de la provocation, avec vous, je nourris l'ambition de sortir la location longue durée du confortable cocon où elle a pu croître et embellir depuis une vingtaine d'années, au point de devenir aujourd'hui, comme nous aurons l'occasion de le découvrir, un acteur incontournable dans les domaines régaliens, ou supposait-elle, du constructeur, je veux dire le véhicule neuf, le véhicule d'occasion et la prévente. Sans oublier votre nouvelle frontière, la mobilité, au sens le plus global et le plus durable qui soit. Et donc, le plus naturellement du monde, j'ai pris le parti de réunir autour de vous des journalistes, hors la presse professionnelle ou trop spécialisée, je veux dire spécialisée LLD, qui puissent être sensibles aux enjeux que vous devez relever demain en termes d'économie, de consommation ou de société. Première question, qu'est-ce que pèse un leader européen comme Arval, filiale de BNP Paribas? Fondamentalement, qu'est-ce que nous proposons aux entreprises de toute taille, des petites, des moyennes, des grandes, un service d'usage qui est autour d'une voiture, donc une location avec tous les services qui sont associés. Donc aujourd'hui, nous représentons une équipe de 4500 personnes sur 23 pays dans le monde, une flotte, comme nous l'appelons, donc de 685 000 voitures, et nous représentons à peu près 10% du marché européen. Alors 10% du marché européen, ce qui est quand même significatif quand on sait qu'il y a des acteurs lourds, je pense à LeasePlan, à LD Automotive, et aux constructeurs. Absolument. Absolument. Donc avoir un dixième de ce marché européen, ça n'est pas neutre. Alors ça n'est pas neutre, nous prétendons jouer un rôle important dans ce secteur qui s'est consolidé avec les ans parce que effectivement les effets d'échelle sont considérables. Alors dans ce club des grands acteurs, vous avez quand même une situation un peu particulière, en ce sens que vous êtes vraiment des purs et durs de la location. Quand vous parlez de parc, vous parlez de parc loué. Et non pas de parc géré pour le compte d'eux. La proposition, elle est vraiment très simple, c'est de s'occuper de tout, de A à Z, de l'achat jusqu'à la revente, de décharger l'entreprise des problèmes qui sont liés à l'utilisation des voitures, de la conseiller, et puis de lui faire gagner, je dirais, tous les bénéfices qui sont tirés du service que nous apportons. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut offrir le service complet. Voilà. Un tout dernier mot pour situer votre importance dans le paysage. Aujourd'hui, alors tous acteurs confondus, dans la location longue durée, la LLD représente 16%, entre 15 et 16% des immatriculations sur un marché comme un marché français. C'est quand même très significatif. Mais globalement, les gens le savent à peine. Alors, vous en avez conscience d'être à la fois des acteurs forts, puissants et en même temps un peu méconnus? Alors nous en avons conscience, mais je nuancerai le propos. Je crois que dans les grandes entreprises, les gens ont totalement conscience de ce service, puisque effectivement ce service s'est imposé à commencer à pénétrer dans les grandes entreprises. Et c'est d'ailleurs un phénomène de pénétration que l'on voit dans tous les marchés. Alors la réalité est qu'effectivement, ce concept de location longue durée, il a commencé dans les grandes entreprises, puis il a atteint les moyennes entreprises, et il est encore assez peu connu dans les petites entreprises. Voilà, et encore moins chez les particuliers. Mais vous êtes très connu, alors je vous en donne le témoignage dans un monde que connaît bien Olivier Drinxan, BFM TV. Oui, mais ça c'est l'autre bout de la chaîne, celui de la revente. Le monde des enchères. Ben oui, parce que ces voitures-là, au bout de 3 ans, 4 ans, il faut bien les revendre. Et là, Olivier arrive avec sa question. À qui les revendrez-vous et n'êtes-vous pas tenté finalement de les revendre vous-même? En fait, nous avons deux métiers chez Arval. Nous sommes, comme vous le dites, un gestionnaire de voitures en location, mais nous sommes aussi et tout autant un vendeur de voitures d'occasion. Moi, je dirais même un fabricant de voitures d'occasion. C'est exactement ça. Vous me l'avez ôté de la bouche, j'allais dire. Nous sommes une usine à produire des voitures d'occasion. Des vrais industriels. Voilà. Olivier, vous voulez compléter la question? Non, moi, je pensais, quel est pour vous le meilleur vecteur de revente de ce véhicule? Effectivement, donc à partir de cette stratégie, oui, je le vois venir. Nous avons
plusieurs canaux de revente, mais nous en avons un aujourd'hui qui est notre canal privilégié. Fondamentalement, nous ne savons pas nous vendre en direct aux particuliers, aux consommateurs. Voilà. Ça, je dirais, ce n'est pas notre métier. Alors, les contrats tendent à s'allonger, sous à la fois, je dirais, un peu la pression de la conjoncture. Bien évidemment, tout le monde cherche à utiliser son actif le plus longtemps possible, mais je crois, sous l'effet d'une tendance assez lourde, que les voitures roulent plutôt moins. Nous roulons moins en fait, et les voitures ont une qualité qui s'améliore. Voilà. Et donc ceci milite, et on le voit alors lentement mais sûrement, pour un allongement des contrats de location longue durée. Et je ne serais pas étonné que dans une décennie, nous parlions plutôt de contrats de 5 ans. Alors docteur, le diesel, c'est grave? Le diesel, ce n'est pas grave, parce que comme vous le dites, ce que nous entendons n'est pas nouveau. On découvre aujourd'hui que le diesel pollue, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Bon, je pense que effectivement la réglementation va évoluer. Il y a des normes euro là, qui vont aller en se durcissant. Et on peut attendre de manière vraisemblable, mais je dirais de manière transitoire, effectivement un retour en grâce de l'essence. Un jeune qui ne connaît pas grand-chose à l'automobile, mais qui néanmoins a une double sensibilité de journaliste et en même temps de consommateur, et qui va vous poser la question là-dessus sur le diesel. Non, mais parce que lui a découvert la chose. Je découvre la chose et c'est vrai que ce que vous dites là, ça me fait penser comme ça que ça doit bouleverser complètement, disons, l'avenir de vos métiers. Le sujet est un sujet plus pour les constructeurs que pour les loueurs. Oui, effectivement, lorsque vous produisez vous concevez des voitures à diesel de manière prédominante et que d'un coup, il faut changer de type de moteur, oui, là il y a un vrai sujet. Et je ne pense pas que je sois le mieux placé pour en parler. Mais à nouveau, les transitions, elles se font de manière douce. Et précisément, nous avons, je dirais, la durée de nos contrats qui nous permettent de gérer ces transitions et que nous anticipons par le prix. Ne vous inquiétez pas, on était tout essence, on est maintenant tout diesel, on pourra très bien faire machine arrière. Encore, je ne pense pas que le paysage sera aussi radical que ça. Tout ça mis bout à bout, votre actionnaire de référence, BNP Paribas, il vous regarde comment? On vous accueille avec déférence? Enfin, déférence peut-être pas. Vous savez, nous sommes une filiale de BNP Paribas, comme vous venez de le rappeler. Vous avez gagné vos galons de filiale, parce qu'au départ, vous étiez filiale de filiale, si ma mémoire est bonne. Nous faisons partie intégrante de l'offre de BNP Paribas à ses clients, en particulier clients petites et moyennes entreprises, qui sont au cœur du dispositif de BNP Paribas. Et le fait, lorsque vous êtes chargé d'affaires, d'une relation bancaire avec un de vos clients, pour une moyenne entreprise, pouvoir lui proposer pas seulement un crédit de trésorerie, mais aussi un leasing sur la photocopieuse, mais aussi une location longue durée de voiture, c'est essentiel. Voilà. Et donc nous sommes plus qu'une filiale, nous sommes, je dirais, un produit intégral de l'offre du groupe. Ce qui n'a pas empêché les rumeurs récemment, qui ne vous touchaient pas que vous d'ailleurs, mais aussi d'autres loueurs dépendants de banques, de cession. La banque BNP Paribas, pour parler en particulier d'Arval et de son actionnaire, est une banque extrêmement solide. Et en dépit de tout l'impact sur les cours de bourse et tout ce qu'on entend, le paquebot BNP Paribas est probablement celui qui a le mieux traversé, qui gère le mieux à traverser de la crise économique et financière. Bon, en un mot comme en mille, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Non, je vous le dis, non. La main sur le cœur? La main sur le cœur. Nous avons des projets de développement et nous sommes très heureux de notre statut de filiale pépite de la banque BNP Paribas. Non, mais ça, on a bien compris que Arval marchait bien, marchait fort. Simplement, BNP Paribas n'entend pas se défaire, en tout cas à votre connaissance. Je pense que c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mon point de vue, dans mon vécu au quotidien, et je pense que nous sommes solidement ancrés dans le groupe. Par rapport à vos axes de développement, justement, l'offre de mobilité, c'est un pari que vous allez faire. Vous voulez vraiment être l'architecte dans ce domaine-là? Je pense que nous avons évidemment comme vocation de contribuer à l'élaboration d'une offre. Et je pense que, si vous voulez vraiment mon sentiment, cette offre, elle ne s'élaborera pas par des acteurs purs de chacun des domaines. Et je pense que nous allons... C'est pour ça qu'on peut parler d'architecture. Voilà, d'architecture ou de partenariat. Ça ne donne pas des effets extraordinaires. Et en termes de rentabilité, j'en parle même pas. Alors ça n'engage que moi, mais je trouve que l'autopartage B2B, ça a du sens. Et singulièrement à travers des opérateurs comme vous.
Je vous remercie d'y croire parce que nous y croyons nous aussi. Non, le B2B, le B2C, j'y crois pas du tout. Non, je parle bien du B2B. Nous voyons bien l'intérêt de la chose. Il y a un intérêt économique évident, et un intérêt d'usage et même un avantage qui peut être offert aux employés des entreprises. Il faut toutefois reconnaître que c'est vrai, il s'agit de changer des comportements, de changer des pratiques et que ça prend du temps. Le particulier, c'est un rêve, c'est un interdit, Alors, ce n'est pas un interdit. Alors, je ne suis pas tout à fait qualifié pour en parler, puisque nous avons dans le groupe BNP Paribas une société cousine qui s'appelle CTLM, et qui a une division automobile qui s'appelle CTLM Renting. Vous avez toujours eu 3 réponses, chez Arval, quand on a posé la question. Ça a été non, mais le réseau non, et puis de mémoire, je crois, non. Donc ça les particuliers, non, pas du tout. C'était non, et puis alors, non. Je vous dis, ça n'est pas la vocation d'Arval, c'est la vocation de CTLM. Bon. En ce qui concerne la... En touche, pas du tout, non, vous ne me laissez pas finir. Je suis impatient d'avoir la réponse. La location longue durée chez le particulier, c'est un fait que ça ne s'est jamais vraiment imposé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer et de continuer à innover. Et donc, CTLM Renting, en partenariat avec Arval, a lancé une offre assez originale de location longue durée avec un mode de facturation donc à l'usage, donc au kilomètre. Voilà, et donc cette offre a été lancée il y a quelques mois et voilà, nous allons essayer de faire bouger les frontières, je dirais là, une fois de plus, des habitudes. Via le réseau bancaire qui est prescripteur, c'est le réseau bancaire qui est prescripteur. Alors le CTLM a ses propres canaux et en particulier ceux des concessionnaires. Oui, vous êtes aussi très en avance là-dessus parce que vous avez un espèce de laboratoire, de think tank depuis la nuit des temps, l'Observatoire du véhicule d'entreprise. Absolument, oui, absolument. Qui se bouge beaucoup, qui se fait entendre et connaître et reconnaître avec Philippe Brindel. Absolument, oui. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont très en avance par rapport à la maison Arval. C'est normal, c'est logique. Le think tank, il est là pour irriguer. Est-ce que ça ne vous impacte pas quand même, parce qu'il y a quand même des réflexions qui, au bout du bout, devraient produire quelques effets? Alors d'abord, ces réflexions du think tank, elles ne sont pas propriété exclusive d'Arval. C'est bien la règle du jeu. J'entends bien, mais... Arval sponsorise, je dirais, cet outil, mais après, ses conclusions et ses recommandations et ses visions sont partagées. Oui, mais vous avez, grâce à l'OVE, au moins un temps d'avance par rapport à l'ensemble du marché, quand même. C'est vrai. Oui. Donnez-nous deux, trois retombées de choses qui ont été initiées par l'OVE, par la réflexion de l'OVE et qui ont produit des effets. Je pense que l'autopartage, l'offre d'autopartage d'Arval, c'est vraiment cela. Je pense qu'on ne se serait pas mis là, avec la dynamique dans laquelle on s'est mis, s'il n'y avait pas eu l'OVE. Ça, c'est une certitude. Oui, et donc, sur le covoiturage, peut-être. Non, alors, covoiturage, pourquoi pas, mais... Non, parce que je sais que le covoiturage, l'OVE, on a parlé. Lié à l'électrique, en fait, lié à la voiture électrique. On parlait tout à l'heure du diesel, c'est vrai que c'est un axe quand même qui est très intéressant. Bon, aujourd'hui, ça a l'air assez compliqué, assez cher, mais comment vous envisagez également ce marché? Est-ce qu'il y a une proportion aujourd'hui, parce que vous disiez qu'il y a 98% de votre flotte qui est donc diesel aujourd'hui. Oui. Donc par rapport à ça, comment vous envisagez l'évolution, peut-être donc le devenir écolo et électrique de votre flotte, à quelle échelle également? Je pense qu'il y a une prise de conscience qui existe. Je pense que le fait de choisir une voiture électrique est un acte civique, de responsabilité sociale et environnementale, voilà, et que donc les groupes ou les sociétés qui le font pour cela. Bon. Mais c'est au prix de deux choses. D'abord, l'équation économique n'est pas encore là. Le coût de possession d'une voiture électrique est quand même aujourd'hui encore supérieur à celui d'une voiture traditionnelle. Bon, au-delà des incitations économiques qui existent et qui ne pourront pas durer éternellement. Principalement en raison du coût d'achat, on est d'accord, hein. Ce n'est pas le coût d'utilisation. Oui, c'est le coût d'achat. Absolument. Voilà. Bon. Didier, peut-être une question. Changer complètement de sujet. On change. Quel est le poids de la maintenance aujourd'hui dans un loyer? Vous avez un tiers qui est lié à l'amortissement de la voiture. Vous avez un tiers qui est lié à son fonctionnement, donc toute la partie réparation, maintenance et pneus. Puis vous avez un tiers qui est lié à l'assurance et d'autres prestations, prestations d'assistance, choses de ce genre. Voilà. Et le tiers maintenance a tendance à croître, à décroître globalement? Il est plutôt, non, il est assez stable. Il est assez stable en fait. Concernant le contexte économique global du monde automobile, on parle de difficultés de
de constructeurs, 40% d'usines en surcapacité. Mais vous, de votre point de vue, est-ce que plus il y a de constructeurs en difficulté, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine pour vous? Parce que plus de concurrence, donc des marges de manœuvre, comme vous êtes un gros acteur, un gros acheteur, est-ce que vous voyez ça plutôt positivement? Non, on ne peut pas du tout se réjouir des difficultés des autres, en particulier, enfin, nous fait partie, enfin, on va utiliser un mot là, un peu galvaudé, d'un écosystème. Hein. Nous ne sommes pas un distributeur de voitures, mais on fait partie de la chaîne de valeur ajoutée d'utilisation des voitures. Et il est clair que si les constructeurs ont en difficulté, c'est quand même un sérieux souci pour l'ensemble du secteur au sens large. L'effet de la prime à la caisse, vous en avez été impacté. Bien sûr, oui. Et l'arrivée d'une probable ou possible de nouvelles incitations, vous en pensez quoi? Non, enfin, je pense que toutes ces incitations de court terme n'ont pas d'effet sur le long terme et perturbent en fait le fonctionnement du marché. En termes de dernière question par rapport au fait que vous êtes arrivé relativement sur le tard à la location longue durée. Oui. Et vous avez quand même suffisamment d'expérience pour en parler, parce que c'est pas une affaire de quelques mois, mais de quelques années quand même. Qu'est-ce qui vous avait le plus impressionné quand même dans le trajet d'Arval? Je crois vraiment, moi, ce qui m'impressionne encore et ce qui vraiment fait mon plaisir, c'est la passion de l'implication des équipes. Je crois que c'est vraiment ce désir d'avancer. Les hommes. Les hommes et les équipes. Et la passion pour ce métier, qui est vraiment extrêmement attachant. Moi-même, j'ai rejoint ce métier parce que je venais d'un monde de l'outsourcing, de l'externalisation du B2B. Et j'avais une vision de la location longue durée comme étant une externalisation en particulière. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas été déçu, mais j'ai découvert la richesse et la profondeur de ce métier et de toutes les idées d'amélioration permanente. Voilà. Et toutes nos équipes ressentent ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui est notre moteur, notre passion et notre implication. Donc on aura l'occasion de vous mettre à nouveau à la torture. Ben, j'espère bien. Merci.